Bonjour à toutes et tous qui sommes parmi nous. Mais premièrement, merci d'avoir répondu à l'appel en si grand nombre. Cette collation est vraiment un succès et ça ne pourrait pas l'être sans Isabelle. Donc, merci à toi, Isabelle, d'être parmi nous. Donc, bonjour et bienvenue à cette collation accessibilité et intervention à l'ère numérique. C'est la première de la série de 4 rencontres alphanumériques pour la saison hiver 2021. Je vous en parle un petit peu plus à la fin. On a 3 autres dates qui s'en viennent, mais juste vous donner les dates déjà à l'avance. On a le 9 février aujourd'hui, 25 février, 9 mars et 25 mars, où on aura la chance d'avoir d'autres collations. Donc, avant de commencer, je veux préciser que cet événement va être enregistré. Donc, il se déroule sur Zoom, mais il est aussi repartagé sur Facebook, sur la page de Biblio Presto, ainsi que sur celle de Technoculture Club. Donc, je me présente, Bianca. Je suis chargée de conception et de médiation dans l'équipe alphanumérique, ainsi que chargée des événements dans cette équipe. Et j'ai vraiment le grand plaisir d'avoir organisé et d'animer la collation d'aujourd'hui. Donc, c'est quoi la fameuse bibite alphanumérique dont on parle? C'est un projet qui est porté par Biblio Presto en collaboration avec Technoculture Club. Qu'est-ce que c'est? C'est un projet national qui offre des formations gratuites pour développer les compétences numériques. Donc, c'est déployé jusqu'en mars 2022. Il nous reste encore un an. Et pendant ce laps de temps, on offre des activités en ligne pour le moment, gratuitement, sur des sujets comme les tablettes, les fausses nouvelles, le cyberharcèlement. Et vous pouvez programmer ces ateliers-là pour vos publics selon les thématiques qui vous intéressent. Je fais un peu une brève description, là. Disons qu'il y a d'autres détails qui viennent avec ça. Donc, je vous invite à vous rendre sur le site alphanumérique.ca ou à nous écrire directement. On a 2 adresses. On a une adresse qui est info@alphanumérique.ca. Et si vous êtes du milieu communautaire, eh bien, on a une adresse spécialement conçue pour vous, pour mieux répondre à vos besoins, puis pour pouvoir s'adapter justement aux besoins spécifiques de vos publics. Je vous invite à nous contacter via le communautaire à commercial technoculture.club. Communautaire à commercial technoculture.club. L'adresse va être partagée dans le clavardage sur Zoom d'ici la fin de la rencontre. Donc, même si vous ne l'avez pas noté, c'est une adresse qui va vous être partagée. Donc, aussi, un grand merci à Romain qui s'occupe de la technique. Donc, c'est lui qui gère le clavardage, qui est notre modérateur, si on veut, aujourd'hui. Que vous ayez des questions d'ordre technique, bien, vous pouvez vous adresser à lui, soit dans la section discussion ou dans la section Q&R, questions-réponses. S'il y a un problème technique qui vient à survenir, moi j'ai des chiens, mes chiens deviennent fous, quoi que ce soit, mais Julien, ça se peut que Romain reprenne le contrôle de l'écran et que vous ayez la chance d'entendre sa belle voix ou de voir son beau visage. Donc, soyez pas surpris dans le cas échéant. Donc, que vous soyez en direct sur Zoom ou sur Facebook, on souhaite que vous puissiez prendre part à la conversation avec nous. Donc, n'hésitez surtout pas à interagir en cliquant sur l'onglet QR, comme je l'ai dit, et l'onglet Discussion. Et si vous êtes sur Facebook, eh bien, vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo. La page Biblio Presto, le vidéo, Romain le surveille pour nous, voir s'il y a des commentaires. Par contre, si vous laissez un commentaire depuis la page Technoculture Club, c'est possible qu'il y ait un petit peu plus de temps pour qu'on réponde parce qu'on n'est pas en direct on ne surveille pas la page Technoculture Club aussi rapidement. Bref, on vous invite à vous joindre sur Zoom. Si vous êtes sur Facebook, le lien va se trouver sous les commentaires. Donc, n'hésitez surtout pas à poser des questions, mais aussi à nous partager des commentaires, des expériences sur les sujets abordés aujourd'hui. On va avoir une période qui va être dédiée spécifiquement aux questions à la fin de la rencontre, mais on vous invite à vous exprimer de manière spontanée. Donc, on peut revenir sans problème sur des sujets ou quoi que ce soit. Justement, c'est pour ça que Romain est là. Il prend en note vos questions et on revient à la fin de la conversation. Donc, un dernier point un peu sur la rencontre puis sur la philosophie des rencontres alphanumériques, c'est que c'est des espaces de partage et de réflexion. Donc, on se base sur des principes d'intelligence collective, collaborative. On n'a pas la prétention d'avoir des formules préfaites, de fournir une réponse, un mode d'emploi. L'objectif, c'est vraiment la mise en commun de nos expériences, puis de mettre en lumière certaines réalités
en lien avec le numérique. Aujourd'hui, on parle un peu plus spécifiquement des publics qui vivent avec une déficience intellectuelle ou qui sont sur le trouble du spectre de l'autisme. Donc, c'est vraiment ça la visée. Vous comprendrez que c'est un sujet qui est assez large, qu'on ne peut pas généraliser non plus pour toutes ces populations-là, et aussi que l'auditoire, on a de tous les niveaux, des gens qui sont des employés de bibliothèque, des gestionnaires, des intervenants. Donc, c'est possible des fois que le niveau est peut-être un peu moins élevé ou plus élevé. N'hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez pas. Et si vous êtes assez connaissant sur le sujet, bien, profitez de l'occasion pour partager justement votre savoir à vous aussi. Donc, c'est un sujet qui est très dense, donc sans plus tarder, je vais vous présenter notre invité et on va commencer dans le vif du sujet. Donc, bonjour Isabelle, bienvenue parmi nous. Bref, je vais te présenter rapidement, mais si tu veux te présenter aussi, si tu as des choses à ajouter, n'hésite pas après. Donc, Isabelle Simonato, notre invitée d'aujourd'hui, elle est doctorante en psychoéducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Sa thèse s'intéresse au développement de l'utilisation des technologies chez les adultes présentant une déficience intellectuelle, ainsi que sur le développement d'un programme d'activité favorisant l'utilisation des technologies. Donc, elle travaille également pour l'équipe de recherche technoclinique de l'UQTR. Donc, bonjour Isabelle, bienvenue parmi nous. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur ta présentation ou... Non, c'est pas mal ça. Je suis à ma 4e année de doctorat, donc je suis pas encore une chercheuse aguerrie, mais ça me fait vraiment plaisir d'être là. Puis si je peux répondre à des questions de certains participants, ça va me faire plaisir. Excellent, mais merci. Donc, on va faire une petite introduction parce que je pense que les gens entendent souvent le terme travail social. Bon, ça, c'est assez connu, mais la psychoéducation, c'est quoi la psychoéducation? Puis c'est quoi qui la différencie justement de l'éducation spécialisée ou du travail social qu'on entend peut-être un petit peu plus souvent parler? Oui. Ouais, qu'est-ce que ça mange en hiver, un psychoéducateur? C'est ça. C'est une très bonne question. En fond, la psychoéducation, pour moi, personnellement, je trouve que c'est comme ça ressemble pas mal à l'éducation spécialisée, mais c'est une formation un peu plus poussée, je dirais. L'éducation spécialisée, c'est une formation qui se fait au cégep, c'est un DEC. C'est une technique, dans le fond, tandis que psychoéducation, il faut un bac et maintenant une maîtrise pour faire partie de l'ordre professionnel. L'ordre professionnel, ce que ça permet d'assurer la protection du public, soit les clients qui vont avoir accès aux services en psychoéducation. Le psychoéducateur, dans le fond, c'est le spécialiste des difficultés d'adaptation. Donc, quand une personne a une difficulté d'adaptation dans sa vie, elle peut faire appel à un psychoéducateur qui va pouvoir l'aider à régler cette difficulté d'adaptation-là. Ce qui veut dire qu'on peut toucher à toutes les clientèles possibles. Ça va autant en enfance, on peut aller en prénatalité aussi. Là. Tu sais, on peut aider les femmes enceintes pendant qu'elles sont enceintes. On peut les aider à l'accouchement, avec les nouveau-nés. Puis ça peut aller jusqu'avec les personnes âgées aussi. Fait que notre éventail de clientèle est très, très large. On focus vraiment sur la personne et ses capacités à elle. Fait qu'on va travailler ses capacités d'adaptation pour l'aider à s'adapter à sa vie, comme de fait. Je dirais que souvent, ce qui peut être mélangeant, c'est dans le milieu scolaire, on va souvent avoir des éducateurs spécialisés et des psychoéducateurs, puis comment départager les deux. La vision que j'ai personnellement de la chose, et ça doit dépendre aussi des milieux et des milieux scolaires, là, c'est sûr que les commissions scolaires ils ont différents mandats, mais ce serait l'éducateur spécialisé, il est souvent sur le terrain directement. Il va être avec la personne directement, tandis que le psychoède va peut-être des fois avoir une métavision, si on veut, une vision plus large, plus globale de la situation. Fait que c'est une des raisons pour laquelle on a un acte réservé qui est le rôle conseil. Fait qu'un de nos mandats aussi, c'est d'aider les intervenants ou éducateurs spécialisés ou n'importe quel autre intervenant dans leurs interventions auprès de la clientèle. OK, merci. Ouais, ça l'explique très bien. Je trouve que ça fait la métavision, là, c'est vraiment un terme qui aide à saisir un peu, là, justement, la place dans tout ça. Puis, si on va plus par rapport au public cible, justement, les personnes qui présentent une déficience intellectuelle ou les personnes sur le trouble du spectre de l'autisme, est-ce que tu peux dresser un peu un portrait? Puis aussi, c'est quoi les spécificités à prendre en compte, justement, dans l'intervention? C'est sûr que c'est peut-être pas la même chose TSA que l'II, là, mais un peu généralement. Là.
Oui, ben c'est sûr que c'est deux choses différentes. Tu sais, c'est deux diagnostics totalement différents. Au niveau du TSA, il y a trois domaines, si je ne me trompe pas, qu'il faut qu'ils soient abordés pour avoir un diagnostic. C'est au niveau des interactions sociales, comportement stéréotypé ou intérêt restreint et au niveau de la communication. Mhm. Donc, c'est trois aspects qu'il faut vraiment pour avoir un diagnostic. En déficience intellectuelle, le mot le dit, déficience intellectuelle, donc des déficits au niveau cognitif, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut que la personne ait des difficultés d'adaptation aussi. Donc, il faut qu'au niveau adaptatif, elle ait des difficultés qui entravent à sa vie. Donc, ce n'est pas juste une question de QI, c'est une question de comment la personne fonctionne dans la vie de tous les jours. En déficience intellectuelle, comme en TSA, il y a différents niveaux de sévérité, si on veut. Donc, il y en a qui vont être en TSA, je me mélange toujours dans les deux côtés, là, parce qu'ils ont changé, mais il y a des différents degrés de sévérité. Puis en déficience intellectuelle, c'est un peu plus mon champ d'expertise, je dirais. Donc, il y a de légère à sévère. Une déficience intellectuelle légère, tu ne vas pas nécessairement t'en rendre compte en parlant directement avec la personne ou en la voyant dans la rue. Tu vas jaser avec la personne, puis à un moment donné, ça se peut que tu aies des cloches qui te fassent. Me semble qu'il y a peut-être quelque chose qui est bizarre. Puis là, à un moment donné, tu vas peut-être allumer que, elle a peut-être une déficience intellectuelle légère. Mais tu t'en rends pas compte nécessairement. Puis la personne peut travailler, peut être en appartement tout seul, elle a un réseau social, elle a une vie de tous les jours. Là. Il y en a qui ont, ils ont des familles, des amis, un job. Donc, c'est vraiment une vie comme les gens qui n'ont pas ce diagnostic-là. Ouais. Donc, c'est pas mal ça. Au niveau des spécificités, Ouais. si on regarde au niveau technologique, là, je dirais qu'ils n'ont pas tant de spécificités particulières au niveau de leur intérêt. Ils ont, comme tout le monde, ils veulent des technos, puis ils veulent les dernières technos. Moi, je suis bien iPhone, fait que j'aime bien avoir le dernier iPhone. Ben, eux autres aussi, ils vont vouloir le dernier iPhone, puis ils vont vouloir avoir une tablette, puis ils veulent avoir Internet, puis eux autres aussi, ils vont sur YouTube, puis ils vont sur les réseaux sociaux. Fait que, au niveau des intérêts, c'est pas mal les mêmes, mais au niveau des besoins d'accompagnement, on peut voir des spécificités, puis c'est de ça qu'on va jaser justement un peu plus tard, je pense. C'est un bon point que tu amènes, là, justement, l'idée que ils veulent la même chose, c'est des gens qui souhaitent évoluer, avoir une autonomie, mais que pour arriver à ça, c'est plus sur cet aspect-là qu'on doit travailler. Ça résume vraiment bien. Merci pour cette belle réponse. Mais justement, c'est quoi la place qu'occupe l'accessibilité dans le quotidien? Puis en quoi est-ce que les technologies, ça peut représenter un défi en particulier, justement, dans le quotidien des personnes? Oui, les technos, on s'entend, c'est fait pour aider notre vie quotidienne. Les technologies sont vraiment faites pour nous faciliter la vie. Sauf que pour réussir à faire ça, il faut que tu sois capable de les utiliser correctement. Puis encore plus dans le contexte de pandémie. Tu sais, présentement, on est à distance, on a des gens à distance. Puis là, juste Zoom, il a fallu que tout le monde s'adapte à Zoom dans la dernière année. Ce qui fait que pour l'accessibilité, oui, d'un côté, il faut que les personnes aient accès premièrement à la technologie. Là. Fait que ça aussi, il faut débourser un certain montant et tout. Mais l'utilisation aussi des technos est super importante. C'est ce qui fait en sorte que l'accessibilité, c'est pas juste avoir accès à la techno, c'est comment tu vas l'utiliser. Puis à ce niveau-là, les études montrent que les personnes qui ont une déficience intellectuelle ont besoin d'un accompagnement précis. On le sait, il y a de l'obsolescence programmée là, sur nos technos, fait que les mises à jour continuent de changer régulièrement, ce qui fait qu'il faut tout le temps qu'on s'adapte et qu'on développe des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances pour être capable de fonctionner. Puis ces connaissances-là sont plus vite que le processus d'adaptation des personnes qui présentent une déficience intellectuelle. Fait qu'eux autres, ils vont présenter. Déjà, s'ils présentent un retard à la base dans leurs connaissances puis capacité à utiliser les technos, bien, à cause des mises à jour, ça va faire en sorte qu'ils vont développer un retard de plus en plus grand. Fait qu'il faut vraiment les aider puis les outiller à utiliser les technos. Puis dans le fond, mon directeur, Dany Lucier-Desrochers, il a développé un modèle avec des collègues, des différentes dimensions qui sont touchées et qui viennent freiner l'inclusion numérique des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Fait que, comme je disais, au-delà de l'accès direct à la techno, il faut penser toutes les habiletés cognitives qui viennent en ligne de compte. Fait que tout ce qui est planification, rétention de l'information, la mémoire. Donc, c'est tous des aspects cognitifs qui peuvent être difficiles pour une personne qui a une déficience intellectuelle. Tout ce qui est juste lecture, écriture,
pour être capable d'utiliser les technos, il faut être capable de lire puis écrire, puis c'est pas toutes les personnes qui ont une déficience intellectuelle qui sont capables de le faire. Au niveau des exigences techniques, répondre aux bugs, réparer les bugs, ne pas mettre de virus sur son ordinateur aussi, ça peut être quelque chose de... C'est pas super facile. Au niveau des codes et conventions aussi, comment on écrit, qu'est-ce qu'on écrit sur Facebook, comment qu'on l'écrit, qu'est-ce que ça veut dire quand je mets un emoji. Tu sais, juste la compréhension des emojis peut être quelque chose aussi, là. Comment j'interviens dans une conversation sur Facebook, qu'est-ce que je mets sur Facebook, tout ce qui est aspect des fraudes aussi, par exemple, l'hameçonnage, comment reconnaître que c'est une fraude, comment ne pas tomber dans le piège. Fait que, il y a plein de dimensions qui viennent faire en sorte que ça vient créer des difficultés additionnelles chez les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Ah, puis il y a aussi tout ce qui est sensorimoteur. Appuyer au bon endroit, ben c'est sûr que si tu trembles, ça va être difficile sur ton téléphone d'appuyer sur la bonne lettre. Ou si tu as de la difficulté au niveau visuomoteur, là, ça va être difficile de peser au bon endroit. Il faut être capable de grossir les photos, les diminuer. Donc, c'est plein d'aspects qui viennent créer une fracture numérique qu'on appelle dans le jargon, qui fait en sorte que les citoyens réguliers de la société, ben, eux, ils sont capables d'être inclus dans la société du numérique, mais les personnes qui présentent une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme ou une autre incapacité due à une des dimensions que je viens de nommer, ben, ça vient freiner leur inclusion numérique. Fait qu'ils sont dans une fracture numérique. Wow, c'est intéressant. C'est un portrait qui est tellement multidimensionnel, dans le sens qu'il y a tellement de petits défis au quotidien dans ce que tu dis. Je trouve que c'est assez... ça montre justement la complexité de la chose, mais l'importance aussi de l'accompagnement qui doit être fait. Puis justement, mais pourquoi est-ce que toi, tu t'es intéressée à cette question-là dans tes recherches? Moi, du côté personnel aussi, j'ai un frère trisomique qui utilise la technologie. Donc, déjà, ça, je trouvais ça intéressant. Et je voulais continuer la recherche. Je voyais que ça s'en venait, puis je voyais qu'il manquait. Il manquait quelque chose pour les intervenants. Puis la déficience intellectuelle, ça a toujours été ma clientèle cible, là, autant dans ma maîtrise en psychoéducation, c'était la clientèle que je voulais avec laquelle je voulais travailler. Puis c'est ça, je voyais qu'il y avait un manque, que tout se vire dans le numérique. Tu sais, dans les dernières années, là, ça a eu une expansion, puis encore plus, c'est ça, avec la pandémie, là, tout est rendu numérique, mais il y a un manque à combler. Comment qu'on fait pour les soutenir puis les aider là-dedans? Puis, tu sais, c'était vraiment dans le day-to-day avec mon frère, il m'écrit, puis là, j'y réponds, puis là, ben, hey, des fois, il faut que je décode qu'est-ce qu'il me dit parce qu'il y a de la difficulté en lecture-écriture. Fait que là, décoder qu'est-ce qu'il décrit, puis comment je l'aide au travers de tout ça, puis comment il veut trouver, tu sais, il veut chercher quelque chose, comment je fais pour l'aider. Je pouvais pas croire qu'il n'y avait rien qui existait. Fait que quand j'ai entendu parler de mon directeur de recherche qui faisait un projet au regroupement pour la trisomie 21 sur ça, ben, je l'ai contacté, puis j'ai dit, ben, je serais intéressée à continuer, ben, ou à faire partie de ton équipe. Puis c'est comme ça que ça a découlé. Non, mais c'est le fun. Mais je pense que tu as trouvé une voix qui te parle beaucoup, puis c'est le fun de t'entendre, tu sembles très passionné. Puis justement, mais comment est-ce qu'on t'a parlé un peu, justement, brièvement, tu as abordé la question de la Charte des technologies inclusives, là, justement, comment est-ce qu'on définit cette meilleure accessibilité-là? Puis c'est quoi cette fameuse Charte des technologies inclusives? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Dans le fond, la charte, ça a été faite l'année avant que j'arrive dans mon équipe de recherche. Dans le fond, il y a une journée technoclinique qui se fait à chaque année à Trois-Rivières et où il y a, cette journée-là, je pense qu'il y avait plus de 150 acteurs différents du réseau. Ça fait qu'autant milieu communautaire, CICIUS, milieu scolaire, des personnes qui présentaient une déficience intellectuelle, des gestionnaires, donc c'est des chercheurs aussi, bien évidemment. Donc, c'est différents acteurs du milieu auprès de la déficience intellectuelle ou du TSA, qui se sont réunis et qui ont fait, OK, là, on se rend compte que le numérique s'en vient, puis que les gens ont besoin de soutien, les personnes qui ont une DI ont besoin de soutien, et les personnes qui les aident, soit les intervenants, ils ont besoin de soutien eux autres aussi. Donc, ils ont créé une charte qui compose 10 recommandations à certains niveaux. Fait qu'il y a des recommandations qui vont être pour tous les acteurs de la société. Il y en a que ça va être pour le milieu de la recherche. Il y a des recommandations qui sont pour les développeurs directement pour assurer
que les technos qui sont sur le marché, ils sont inclusifs, puis ils permettent de réduire la fracture numérique des personnes qui présentent une incapacité. Donc, ça, c'est la charte qui a été faite en 2016. Okay. À la suite de la charte, ils ont fait un plan d'action. C'est bien beau donner des recommandations, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Donc, il y a le plan d'action quinquennal, si je ne me trompe pas, c'était 2017-2022, qui a été créé. Pour chacune des recommandations, dans le fond, ils reprenaient le principe directeur, ils émettaient des objectifs généraux, un objectif général, des objectifs spécifiques et des actions concrètes qui pouvaient être faites pour venir répondre à cette recommandation-là. Par exemple, il y en avait une, c'était inclure les personnes qui présentent une déficience intellectuelle ou un TSA dans les innovations, dans les projets de recherche, aller directement à la source et les contacter eux, leur demander leur avis à eux. Donc, ça, c'est quelque chose qui est inclus. Sinon, au niveau des développeurs, s'assurer que les concepteurs des technologies prennent en considération les capacités de ces personnes-là et leurs difficultés quand ils développent des nouvelles technologies pour que ce soit accessible à eux. Tu sais, ça, on peut voir avec Apple, par exemple, toute la section accessibilité, bien justement, ça répond aux besoins des personnes qui ont un handicap, que ce soit un handicap intellectuel ou un handicap physique, tu sais, juste avec la loupe, les personnes non-voyantes peuvent faire parler le texte. Donc, c'est juste ça, c'est une action qui a été faite, puis je pense pas ça n'a clairement pas été fait en lien avec le plan d'action et la charte, là, on s'entend, mais c'est une action qui vient quand même répondre à cette recommandation-là. Mm-hmm. Donc, c'est les façons de faire pour... c'était comme des cues pour aider à diminuer la fracture numérique. Est-ce que tu sais s'il y a quelque part où on peut la trouver, cette charte des technologies inclusives-là? Je sais que tu n'as peut-être pas le lien en ce moment, là, mais je pense qu'on pourra l'envoyer peut-être aux participants par courriel. Oui, sans problème. Sinon, je pense que tu avais envoyé le programme Futé. Dans le programme Futé, elle est en annexe. Les deux sont en annexe à la fin. Donc, c'est dedans. Sinon, je peux t'envoyer aussi les liens PDF. Je vais te les envoyer. Tu pourras les faire venir aux participants. J'ai les PDF des deux qui sont accessibles. Ça va être moins compliqué que de leur donner un lien URL, je pense. Ah, génial. Moi, je te remercie parce que je pense qu'il y a beaucoup de concret dans cette charte-là qui est assez intéressant et qui peut être inspirant justement pour plein d'organismes ou plein de personnes concernées. Mais justement, on parle beaucoup de, il faut améliorer les technologies, améliorer l'accessibilité, mais ces technologies-là, si on les encadre ou on les canalise, même si elles représentent un peu un défi, est-ce qu'on peut justement les canaliser puis les utiliser pour que ça devienne un peu des outils d'intervention, si on veut? Ben oui, c'est ça le but. C'est ça le but. Dans le fond, pour s'assurer qu'il puisse être utile pour la personne, il faut travailler à deux niveaux. Il faut travailler autant au niveau de l'environnement de la personne, donc lui donner les outils nécessaires ou la techno nécessaire pour être capable de fonctionner, mais il faut aussi travailler les capacités de la personne. Mais c'est sûr que ça va être utile. On peut penser à juste... il y a des applications de réalisation de tâches. Donc, quand une tâche est trop compliquée, on peut la décortiquer en plein de petites étapes. Fait qu'il y a des applications qui permettent ça. Fait que ça, c'est super adapté et c'est super individualisable. C'est personnalisable à la personne. Donc, la techno va devenir un outil vraiment pertinent pour la personne si, supposons qu'elle ne sait pas faire son café le matin, exemple comme ça. Si elle a de la misère à faire les étapes de son café le matin ou les étapes du lavage, bien, cet outil-là va être capable de l'aider à séquencer ses tâches puis à le réaliser. Et on le sait, là, juste pour nous, les technos nous aident dans notre vie de tous les jours. Notre alarme, moi, mon alarme, c'est sur mon cell. Je me fais des rappels. Il y a Siri qui nous répond aussi si on a des questions. Tu sais, je veux une information, je vais sur Internet puis je l'écris. Bien, c'est la même chose pour eux. C'est juste qu'il faut vraiment les aider à développer ces capacités-là. Parce que juste, par exemple, faire une recherche web, être capable de trouver les bons mots-clés, ben ça peut être ardu. Tu sais, un exemple comme ça, quand j'ai fait ma recherche, il y a une participante qui voulait trouver des images de l'émission Rupture à Radio-Canada. OK? Elle a écrit Rupture dans Google, puis vu qu'elle ne savait pas lire ni écrire, en fait, elle a pesé sur le micro, elle a dit Rupture, ça a écrit Rupture, elle a fait sa recherche, puis là, elle ne comprenait pas pourquoi c'était que des cœurs brisés qui ressortaient dans sa recherche d'images, puis qu'il n'y avait pas de l'émission, puis que
Là, essayer d'y expliquer, OK, mais ça veut-tu dire autre chose, rupture? Pourquoi tu penses que ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce que tu pourrais rajouter? Fait que tout ça, ça a été un apprentissage. Sauf qu'un coup qu'elle sait comment bien créer ses mots-clés, ben là, elle sait naviguer sur Internet puis faire ses recherches. Fait que c'est super, c'est super au niveau de son adaptation de son autonomie, là. Elle peut faire ce qu'elle veut après ça. Ouais, tu parles du mot autonomie, puis je pense que c'est vraiment important dans cette question-là. Quand on parle d'autonomie, un peu genre d'autodétermination, une petite définition Oui. d'autodétermination, s'il te plaît. L'autodétermination, c'est plus large que juste l'autonomie. Dans le fond, l'autodétermination, ce qu'on vise, c'est que la personne soit l'agent causal de sa propre vie. Elle décide pour elle ce qu'elle veut faire, ce qu'elle fait, puis elle n'est pas influencée par des gens extérieurs. Fait elle prend ses propres décisions sur sa vie. C'est elle qui décide pour sa vie en fonction de ses intérêts, puis pas parce qu'on lui dit de faire telle chose. Fait que l'autodétermination, c'est un concept qui est souvent, pour nous, c'est intuitif, là, tu sais, je veux dire, rendu à l'âge adulte, tu fais tes propres décisions, c'est toi qui décides ce que tu veux faire de ta vie, de ton après-midi, qu'est-ce que tu te fais à manger. Mais pour les personnes qui présentent une déficience intellectuelle, ils ont ce désir-là aussi, mais des fois, ça va être plus difficile, que ce soit au niveau de la planification, des fois, c'est difficile pour eux, mais il faut les outiller dans leur difficulté Mhm. pour qu'ils soient capables quand même d'arriver à être autodéterminés puis à choisir pour eux-mêmes, à décider pour eux-mêmes sur leur vie. Puis dans le fond, c'est à ça que sert l'intervention avec les technos. Tu sais, si on leur montre à utiliser les technos directement, si on les aide à utiliser les technos de la façon qu'ils veulent, Ouais. ben, ils vont être autodéterminés parce qu'ils vont arriver avec leur techno puis ils vont faire ce qu'ils veulent avec. Fait que même si quelqu'un ne voudrait pas utiliser les technologies pour s'éduquer puis qu'il voudrait juste jouer à des jeux ou écouter du YouTube toute sa journée, ben c'est correct, c'est son comportement autodéterminé, mais il est capable de le faire par lui-même puis il n'est pas dépendant de personne puis il peut le faire quand il veut, comme il veut, de la façon qu'il veut. Fait que l'autodétermination, c'est très, très, très prôné en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme. Puis, c'est ça, l'accessibilité, il faut venir les aider un peu pour s'assurer qu'ils soient autodéterminés dans leurs actions. C'est un peu comme la philosophie qui régit un peu toutes les actions dans l'intervention. C'est de leur laisser un peu trouver le canot vers lequel ils veulent se diriger. Puis, on parle Exact. justement d'intervention. On en a parlé un petit peu, mais j'aimerais qu'on en parle plus en profondeur parce que ce programme-là, je le trouve absolument là, incroyable. C'est le programme FUTE que tu as conçu, je pense avec d'autres personnes, mais bon, je pense que c'est surtout toi. Parce que moi, je trouve, j'ai vu ce programme-là, je suis tombée en bas de ma chaise, quasiment, comme on dit, parce que nous, un peu, c'est ça qu'on fait, alphanumérique, là, des trucs de littératie numérique, mais c'est tellement complet comme programme, il y a tellement d'informations pertinentes. Parle-nous-en, s'il te plaît. Ben merci. Puis moi, je tiens à dire de mon côté, j'aime beaucoup Alpha Numérique. Quand j'ai découvert votre organisme, j'ai fait Waouh, c'est tellement ça qu'on a besoin. Donc, je trouvais ça fou. Dans le fond, le programme FUTE, c'est ce programme-ci. FUTE, formation à l'utilisation des technologies. C'est parti, dans le fond, moi, ma recherche, j'ai passé 1 an en collaboration avec le regroupement pour la trisomie. Dans le fond, eux, ils offrent un programme de jour à des adultes trisomiques où ils apprennent à utiliser les technologies. Donc, moi, j'ai passé 1 an avec eux, puis avec l'intervenante principale, on décidait c'est quoi les activités à faire, qu'est-ce qui était à préconiser, comment on les aiderait à évoluer dans leur utilisation des technos. Puis à la fin de l'année, ben, on s'est assis, moi, elle et moi, puis on a fait, bon, ben, c'est quoi les activités qu'on a faites cette année? OK, puis on les a mis sur papier, puis c'est comme ça que FUTE est né. Dans le fond, FUTE, c'est la résultante des activités qu'on a faites à TASA, au regroupement pour la trisomie, et les activités qu'on aurait voulu faire, mais qu'on n'a pas pu faire parce que, par exemple, nous, les participants qu'on avait, ils étaient beaucoup plus débutants avec la technologie. Ce qui a fait en sorte, par contre, que FUTE, on a différentes catégories d'activités, puis il y en a une, c'est les bases de l'iPad. Ben, il a fallu qu'on aille avec les bases de l'iPad chez nos participants. Fait que c'est des activités qui vont peut-être être moins utiles pour quelqu'un qui sait déjà utiliser un iPad de base, mais nous, ça a été un défi qu'on a rencontré durant l'expérimentation, qu'on s'est dit, ben, si nous, ils ne savent pas utiliser, puis qu'ils ne savent pas qu'une poubelle, ben, c'est pour supprimer, ben, ça veut dire qu'il y en a d'autres en quelque part. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui le sait que la poubelle, c'est pour supprimer, puis qu'un petit plus, c'est pour rajouter une nouvelle page ou rajouter quelque chose. Fait
C'est de là que Futé est sorti. Futé est vraiment dans l'optique d'aider tout intervenant proche d'une personne qui veut apprendre à utiliser les technos. Nous, on a axé sur l'iPad parce que c'était la technologie qu'on avait avec nous pour l'expérimentation, mais ça se transfère facilement à n'importe quelle autre tablette, Android ou ordinateur. Là. On a beaucoup axé sur les applications de base déjà incluses dans l'iPad. Puis ces applications-là, par exemple, Notes, les messages ou l'appareil photo, ben, ça se retrouve tout dans tous les appareils, peu importe la marque. Et Futé, dans le fond, au début, on a aussi détaillé tout c'était quoi les modalités de mise en œuvre. C'est quoi à quoi il faut penser avant de mettre en place un programme comme ça. OK, ben c'est quoi les besoins des participants? C'est quoi que les intervenants doivent faire doivent avoir comme formation? C'est quoi le meilleur ratio des participants intervenants? Est-ce qu'il y a un code de vie à faire? OK, ce serait quoi le code de vie? Qu'est-ce qu'on s'attend? Qu'est-ce qu'on ne s'attend pas? L'objectif vraiment, c'était de développer l'utilisation des technos, puis de partir de des choses qui étaient déjà existantes. Fait vraiment partir d'où la personne est, puis de l'aider à évoluer. Puis on a donc 42 fiches d'activité qui sont présentées. Pour chaque fiche d'activité, sont dans une thématique particulière, que ce soit la base de l'iPad, la communication, l'habitation ou le divertissement. Donc, ils sont classifiés dans une catégorie. Puis, on donne l'objectif de l'activité. Comment qu'on fait pour savoir si la personne a atteint l'objectif ou pas? Parce que ça, c'est quand même important. Puis, c'est bien beau de donner un objectif, mais si tu n'es pas capable si tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois observer pour savoir s'il est atteint, ben, tu ne pourras jamais savoir si la personne a compris ou pas. On donne des exemples de contenu à aborder avec les participants, par exemple, au niveau des courriels. Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité pour développer l'utilisation des courriels. Puis, quand c'est des applications directes, on donnait des indications, des fonctions de l'application qui est intéressante à découvrir. Par exemple, dans le courriel, ben, il y a le A, il y a le CC, il y a le CCI. Différencier tout, ajouter une pièce jointe, comment qu'on commence un courriel, comment qu'on termine un courriel. Donc, pour chacune des activités, quand il y a des contenus à aborder ou des fonctions à découvrir, on a essayé de les répertorier pour que ce soit le plus simple pour l'intervenant ou le proche s'il veut développer quelque chose auprès de son client, participant, son jeune, la personne qui présente une DI ou un TSA. Mais c'est un défi relevé, je dois te dire, parce que c'est vraiment plaisant à naviguer, puis les informations sont vraiment super, là, très facile d'usage. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais juste à regarder pour avoir fait ce travail de conception-là. Vraiment beau travail. Puis juste vous dire, si vous voulez trouver le guide Futé, mais il est en commentaire dans le clavardage, puis il a été envoyé aussi dans le courriel de pré-rencontre. Puis on peut le renvoyer encore juste pour être sûr dans le courriel de remerciement. On va aller un petit peu plus précisément dans l'intervention en soi. Il y a certains concepts là, qui sont vraiment plus abstraits justement par rapport au numérique. La sécurité en ligne, des choses comme ça. Est-ce que tu as des recommandations un peu de façon de faire pour faciliter l'apprentissage quand on est dans des choses plus abstraites, moins concrètes? J'irais beaucoup dans l'individualisé quand même. En déficience intellectuelle, ça peut être difficile aussi les mises en situation. Ça, c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte. Les personnes, ils ont de la difficulté des fois à se mettre de s'imaginer une mise en situation qui leur est pas arrivée. Donc, des fois, il faut vraiment falloir imager comme il faut. On pourrait faire des scénarios sociaux, qui est une façon, dans le fond, tu écris une histoire. Ça fait longtemps, là, mais tu écris une histoire de qu'est-ce qui va se passer. Fait que les intervenants qui nous écoutent vont savoir, en déficience intellectuelle ou TSA, vont savoir c'est quoi un scénario social. Ça peut être à utiliser aussi. Mais tout se joue toujours dans la subtilité parce que c'est toujours beau de mettre des règles. La subtilité vient jouer. Moi, j'ai un participant qui m'a dit, moi, je suis amie avec Iron Man sur Facebook. C'est correct, je le connais, Iron Man. Fait que je peux être amie avec. Mais lui, la règle, il l'a respectée. Sa règle à lui, c'était, sur Facebook, je suis amie avec des gens que je connais. Je connais Iron Man, donc je peux être amie avec Iron Man. Donc, c'est toujours d'aller avec la personne, de regarder qu'est-ce qu'elle comprend, puis est où la subtilité pour elle? Parce que c'est toujours des questions de subtilité. Puis, tu sais, il y en a qui vont comprendre puis qui vont le généraliser, puis il y en a d'autres comme cette personne-là
qu'il l'avait pas généralisé, puis qu'il a fallu aller un peu plus loin, puis expliquer, t'as connais-tu vraiment? Puis là, on avait fait, tu sais, tu peux faire une carte du réseau, donc tes amis proches, les amis éloignés, tu sais. Fait que l'intervention va souvent être un peu plus individualisée, mais je prône énormément l'explication. À force d'expliquer et de réexpliquer et de réexpliquer en différents mots, la personne va sûrement finir par comprendre. Si elle utilise, par exemple, les réseaux sociaux, ben, on va être capable de trouver quelque chose qui l'accroche ou un exemple concret qui va faire en sorte qu'elle va comprendre. C'est sûr que ça peut être long, puis il va peut-être falloir répéter souvent. Mais il n'y a pas d'intervention clé, en fait. C'est vraiment à partir est où sa problématique, puis c'est quoi ses leviers d'intervention à elle, qu'est-ce qui fonctionne avec elle comme type d'intervention. Donc, vraiment l'écoute des besoins, puis d'être à l'affût de la réalité de la personne. Ça semble être pas mal la Oui. clé d'une bonne intervention. Puis, oui. on parle justement du côté, bon, la clé d'une bonne intervention, mais c'est quoi les facteurs de résistance qu'on peut rencontrer justement par rapport à l'utilisation du numérique? Puis, est-ce que ça pourrait venir des fois peut-être de la famille, des intervenants, des bénéficiaires? C'est peut-être plus complexe un peu. Ça vient des trois. Je dirais que ça vient des trois. Autant tous les facteurs que j'ai nommés tantôt, les dimensions qu'il faut être capable de comprendre et d'utiliser pour utiliser les technos. Avoir accès à la techno, bien, on s'entend que c'est un facteur de résistance si tu n'y as pas accès. Au niveau des déficits cognitifs, ça peut être un facteur de résistance. Si tu n'es pas capable de gérer tes problèmes techniques, bien là, c'est à plante. Il faut que tu sois capable de régler ton problème. Mais outre ça, bien, ça peut être autant au niveau des proches ou des intervenants, s'ils ne voient pas les capacités de la personne ou le potentiel que la techno peut avoir chez la personne, c'est sûr que ça peut venir jouer. Moi, j'ai vu dans ma pratique des proches qui disaient « Ouais, mais il veut un téléphone, mais pourquoi j'y achèterais un iPhone? Tu sais, il ne l'utiliserait pas. » Mais là, c'est ce qui vient clasher OK, il ne l'utiliserait pas, mais lui, c'est quand même ça qu'il veut. Donc, des fois, il y a des dualités entre le besoin nommé par la personne et le besoin ressenti du parent. Mais ça reste aussi qu'on s'entend, une technologie, ça coûte cher. Donc, je comprends aussi le côté du parent de dire ben, pourquoi je paierais un forfait? Parce que c'est souvent, les personnes qui ont une déficience intellectuelle sont souvent proches du seuil de la pauvreté, ils ne font pas une fortune. Puis il y en a aussi quand même certains qui habitent chez leurs parents, ce qui fait en sorte que c'est le parent qui va payer pour certaines dépenses. Fait que là, c'est pourquoi je paierais un téléphone si il y a accès à l'ordi à la maison, mais fait que les parents peuvent venir être un facteur de résistance. Les intervenants aussi, si l'intervenant ben, ça peut être un facteur de résistance ou juste l'intervenant qui ne sait pas utiliser les technos, ben, clairement, il n'utilisera pas la techno comme outil d'intervention. Ouais. Quand ça peut être un super beau levier, parce que si tu prends le téléphone de la personne, puis que tu y mets ses rappels, puis que tu sais, son outil, elle l'a tout le temps dans ses mains, puis elle l'a toujours avec elle. Mais c'est ça. Fait que les facteurs de résistance viennent de différents endroits et parfois, ça vient de la personne elle-même. Elle peut ne pas être intéressée par la technologie ou elle peut ne pas vouloir utiliser la techno à des fins autres que récréatives et de divertissement. T'sais. Par exemple, moi, je sais que mon frère, il ne veut pas apprendre sur ces technos. J'ai beau essayer de lui montrer des applications éducatives ou quelque chose pour juste le stimuler un peu. Il ne veut absolument rien savoir. Lui, ce qu'il veut, c'est son YouTube et c'est correct. Fait que lui, il serait lui-même son facteur de résistance. Fait que l'évaluation des besoins est super importante, mais tant au niveau de la personne que l'entourage autour pour voir justement, il serait où le facteur de résistance s'il y en a un, puis comment on peut le pallier à ça. Mm-hmm. Puis tu parles un peu justement d'applications pédagogiques. As-tu des exemples justement d'initiatives, d'applications qui sont intéressantes? Il n'y a pas, il y a pas une application dans la vie qui répond à tout. Là. On n'a pas voulu réinventer la roue. Dieu sait qu'il y en a des applications qui existent sur le marché. Il y a un site web qu'on va partager justement. Notre équipe de recherche, dans le fond, a recensé en fait toutes les applications disponibles. Toutes. À quel point c'était toutes. Mais bref, ils ont recensé le App Store, OK? Et ils ont regardé qu'est-ce qui était pertinent pour développer et soutenir l'autonomie et l'autodétermination de personnes en situation de handicap.
Donc, le site, c'est habilhome.com. Tu vas le redonner aussi aux gens par la suite. Ouais. Et sur ce site-là, dans le fond, on a décortiqué tout ce qui était objets connectés et applications qui pouvaient soutenir l'autonomie. Donc, par exemple, ça peut être le time timer pour aider au rappel, ça peut être une alarme, ça peut être l'alarme. Et le site est vraiment divisé en 12 catégories. Donc, budget. Il y en a un, c'est budget, la sécurité. Il y en a un, c'est l'alimentation, l'hygiène. Donc, tu y vas par besoin de la personne. Fait que quand tu vas, mettons, sur budget, tu cliques sur budget, puis là, tu as différentes tâches ou compétences qui sont écrites. Fait que tu peux cocher c'est quoi la compétence que tu veux que la personne puisse acquérir avec la techno. Fait que là, quand tu cliques dessus, ben là, tu vas avoir toutes les applications qui ont été ressorties, qui existent sur la chose et les plus et les moins de l'application. Est-ce que c'est un coup de cœur? Est-ce que c'est gratuit? Sur quelle plateforme on le retrouve? Tu Android, tu Google, tu Apple? Et voilà. Fait qu'on a essayé de recenser parce qu'il y a une grosse problématique, je trouvais. Les gens ne savent pas qu'est-ce qui existe. Puis Dieu sait que des applications, il y en a à tout. Ça n'arrête pas là, de continuer là, d'avoir des nouvelles applis. Fait que, tu sais, on ne veut pas réinventer la roue, créer une nouvelle application qui va régler un problème. Souvent, la solution existe déjà en quelque part. Il faut juste l'adapter aux besoins de la personne. Fait que c'est pour ça que le site web est sorti. Puis moi, personnellement, j'ai trouvé beaucoup d'applications gratuites qui étaient pertinentes. C'est sûr que les applications gratuites, d'habitude, ça regorge de publicité, donc il faut quand même montrer à la personne comment ça fonctionne, fermer une publicité, puis comment retrouver le petit X qui est minuscule dans un coin, puis qu'il faut que tu pèses dessus, là. Mais moi, j'y allais beaucoup avec des applications plus gratuites que plus dispendieuses. Ouais, je comprends. Mais oui, mais c'est sûr, puis sûrement, déjà, tu l'as mentionné, déjà le coût de la technologie en soi, si on peut s'éviter des coûts d'une façon ou d'une autre, il y en a beaucoup des applications, comme tu le dis. Puis on parlait un peu plus tôt que tu fais partie de l'équipe de la technoclinique de l'UQTR. C'est quoi une technoclinique? Qu'est-ce que cette chose? En fait, on parle d'intervention technoclinique. C'est une intervention, dans le fond, on utilise comme modalité d'intervention une technologie numérique pour aider la personne dans son adaptation ou sa réadaptation. Donc, c'est vraiment quand on utilise une techno pour soutenir la personne. Fait que la techno devient le moyen pour aider la personne. Pour soutenir ça, dans le fond, pour implanter une intervention technoclinique, c'est sûr il y a comme 4 grandes étapes. Tu as l'évaluation et la collecte des informations. Fait qu'il faut que tu évalues c'est quoi les besoins de la personne. Ensuite, tu as l'élaboration des objectifs cliniques. Donc, c'est quoi que tu veux développer avec elle, la mise en œuvre et l'évaluation des effets. Il faut vraiment que tu t'assures d'avoir c'est les 4 opérations qui permettent d'avoir une approche rigoureuse, qui assure un bon suivi, qui assure qu'on répond. Il faut que tu t'assures en tout temps que tu répondes aux besoins de la personne. Parce que si tu y réponds pas, ça ne sert à rien d'implanter une technoclinique, une intervention technoclinique. Fait que c'est vraiment une approche rigoureuse. Je te ferai parvenir aussi, mon directeur, dans le fond, il y a un livre qu'il a rédigé sur comment soutenir le déploiement de l'intervention technoclinique. Donc, je te ferai parvenir le lien si tu veux. Fait qu'il y a ça aussi qui a été fait. Mais c'est parce qu'il faut que tu penses à différents niveaux. Dans le fond, l'intervention technoclinique, si tu penses en CLSC ou en CIUS, c'est CIUS maintenant, tu as autant au niveau organisationnel qu'il y a au niveau du clinicien qu'il y a au niveau de la personne. Puis là, comment qu'on gère les trois ensemble, puis comment qu'on s'assure d'intégrer la personne après ça dans tout ça. Puis la gestion des technos, est-ce qu'on prend la techno de la personne? Est-ce qu'on prend la techno? Est-ce qu'on y prête une techno? OK, si on y prête une techno, c'est-tu éthique? C'est-tu pas éthique? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut pas faire? Fait que le livre gère quand même beaucoup d'informations à ce niveau-là parce que c'est quand même très large. Tu n'as pas juste l'aspect accessibilité, tu as l'aspect éthique aussi en arrière de tout ça. OK. OK. Wow, merci. On va avoir des beaux liens à partager, en tout cas, à nos gens qui ont entendu. Donc, là, je vois que le temps file, fait que je vais y aller avec une dernière question, puis après ça, c'est un petit mot de la fin. Bon, Alpha Numérique, c'est un projet qui est beaucoup implémenté en lien avec les bibliothèques du Québec. Justement, c'est quoi le rôle que les bibliothèques elles peuvent jouer justement dans l'inclusion et dans l'intervention numérique?
Quand j'étais justement dans ma recherche avec le regroupement pour la trisomie 21, ce qu'on se disait, c'est que les bibliothèques, c'est un endroit où justement l'accessibilité concrète là, aux technos se fait. Donc, ils ont accès à Internet. Puis sinon, je pense qu'il y a il y a des bibliothèques aussi qui prêtent des fois des technologies que tu peux en louer ou ben, sur place, là, si je ne me trompe pas. Donc, on s'entend qu'au niveau de l'accessibilité concrète, directe à l'outil technologique, les bibliothèques sont incroyables juste pour ça, là. Mais là, après ça, le deuxième aspect, c'est OK, mais comment on peut faire pour aider les personnes qui ont une déficience intellectuelle, qui voudraient aller à la bibliothèque chercher de l'information parce que, par exemple, eux, ils n'ont pas de Wi-Fi à la maison, donc ils vont à la bibliothèque faire leurs recherches. Donc, comment soutenir ces personnes-là? Je dirais que la clé, là, la clé, c'est regarder c'est quoi les besoins. C'est pas fou, hein? On s'entend, il faut tout le temps évaluer les besoins. Fait qu'est-ce que la personne elle veut faire? Utiliser un langage clair et précis. Utiliser les bons mots de vocabulaire de préférence pour être sûr que la personne ne soit pas perdue. Retourne à l'écran d'accueil, pèse sur le bouton d'accueil, mets-le en veille. Utiliser les bons termes pour que, comme ça, entre intervenants ou entre personnes, la personne puisse se retrouver dans les termes. Puis, oui, le plus important, laisser la personne expérimenter par elle-même la techno. Souvent, on est bon quand quelqu'un ne sait pas faire quelque chose, on fait ah, ben attends, je vais te montrer. Il faut que la personne expérimente par elle-même, puis qu'elle touche par elle-même, puis qu'elle pèse sur les boutons par elle-même pour être capable de l'intégrer. Puis plus on répète, plus elle va les intégrer, puis plus ça va rentrer dans sa mémoire à long terme, puis plus elle devra être capable de le faire par elle-même à un moment donné. Donc, les bibliothèques, c'est vraiment un très, très bel accès qui est souvent aussi on fait la promotion des bibliothèques pour aller chercher de l'information ou aller chercher l'accès justement à Internet ou aux technos. Oui, mais c'est ça, là, je pense que c'est ça qu'on se rend compte, c'est que justement, c'est un beau point d'accès. Puis, on espère que les gens les utilisent beaucoup au retour de la pandémie lorsque ça va réouvrir. Donc là, la collation tire à sa fin. Il est déjà 1h20. Ça a passé tellement vite quand on est en bonne compagnie et qu'on apprend des choses aussi intéressantes. Est-ce que tu avais un mot de la fin, quelque chose que tu n'as pas eu le temps de dire, que tu aimerais nous partager? T'en as pas, c'est non. Non, non? continuez à promouvoir l'utilisation des technos autant vous, autant auprès de la clientèle qu'une DI TSA. Je sais que j'ai axé beaucoup sur la DI, c'est plus mon champ d'expertise. Au niveau du TSA, c'est parce qu'il y a d'autres enjeux qui peuvent être un peu plus directs. C'est sûr qu'il y a une personne qui n'a pas de déficience intellectuelle, mais qui a un TSA, on est dans un tout autre domaine. C'est pour ça que j'ai axé un peu plus sur la déficience intellectuelle, mais si vous avez des questions, tu pourras leur donner mon adresse. Ça va me faire plaisir de répondre aux questions particulières. Mais là, on a une petite section justement de questions. Mais avant ça, je vais juste faire un petit bref de ce que tu t'as dit. Je pense qu'un résumé de la rencontre, là, c'est vraiment regarder les besoins de la personne, évaluer son environnement, rester vraiment à l'écoute, rester présent, rester dans la clarté autant que possible, puis aller voir le guide futé, c'est très bon. Fait que je veux juste vous dire, je vais vous vendre un peu ma salade, puis après ça, on va passer à la section des questions. Juste vous dire que le 25 février, donc j'avais brièvement mentionné les collations, donc 25 février, on va recevoir l'anthropologue, sociologue, professeure Karine Gentelet. Ça va être super intéressant. Elle va nous parler de la justice sociale et de l'intelligence artificielle, un petit peu comment l'intelligence artificielle peut servir les populations marginalisées et les technologies aussi un peu de façon générale. 25 février, vraiment à ne pas manquer. Ensuite, le 9 mars, on reçoit une sexologue. Le 9 mars, c'est le lendemain de la journée de la femme, fait qu'on en profite pour parler des cyberviolences, puis aussi un peu de l'image de la femme sur le web avec la sexologue Camille Chicoine-Gagnon. Et le 25 mars, on reçoit nos cousins français, les Bons Clics.
Je voyais qu'il y avait un petit commentaire qui parlait si on avait des partenariats avec des bibliothèques en France. Bien, en France, il existe les bons clics. Donc, on reçoit justement la coordinatrice d'un des aspects des bons clics, parce qu'il y a plusieurs aspects au bon clic. Puis, elle va venir nous parler justement du modèle français. C'est quoi les défis rencontrés en littératie numérique en France? Comment ils ont bâti leur réseau? Puis, je pense qu'il y a plein de pistes qui peuvent nous inspirer parce qu'ils ont vraiment réussi à créer un réseau d'acteurs avec les bibliothèques, les organismes communautaires, avec des ressources partagées, vraiment intéressant. Et à présent, on rentre dans la section des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Je vais aller voir si mon cher Romain, modérateur, m'a donné des questions. Ah, je vois. En ce qui concerne la recommandation de 10, la recommandation 10 de la Charte des techno-inclusives, soit l'accessibilité financière, quelles sont les avancées au centre d'expertise en ce sens? Très bonne question. Depuis, le centre d'expertise a été redirigé par le CIUS-MCQ. Donc, je ne pourrais pas dire. La recommandation 10, c'était au niveau de l'accessibilité financière. Je ne pourrais pas dire, en fait, je ne sais pas qu'est-ce qui se fait à ce niveau-là. Je sais que ce n'est pas nous qui avons accès, on n'est pas les décideurs de la société, donc on peut pas, c'est pas nous qui décide des programmes offerts. Je sais qu'il y a des programmes au niveau de l'accessibilité où on peut prêter des technologies quand on parle d'enfants ou d'ados au milieu scolaire. Ça, je sais qu'il y a des programmes où on en prête. Au milieu adulte, je pense qu'il y en a pas encore à ma connaissance, mais c'est une très bonne question à laquelle, malheureusement, je ne pourrais répondre. Ben, merci d'avoir quand même eu la chance. Je vois que quelqu'un du nom de Pout Pout a levé la main. Est-ce que Pout Pout, voudriez-vous manifester votre question à l'écrit ou quelque part si vous l'avez? Et on nous dit merci, toujours intéressant, bonne journée, beaucoup de remerciements. Oh, merci de ces précieuses informations. Pout Pout, je n'ai toujours pas reçu la question. Est-ce que vous voudriez... Attends, je vais voir. Est-ce que, Romain, tu pourrais écrire à Pout Pout, voir si Pout Pout voudrait parler à l'oral, peut-être plus qu'à l'écrit, pour poser sa question? Il dit qu'il a... Ah, OK, on vous envoie à l'oral, Pout Pout. Je vais activer votre micro. Activé. Bon, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Habituellement, je change mon nom parce que vu que c'est un Zoom spécial, j'ai pas pu embarquer dans mon chose pour changer mon nom. Mais c'est vraiment apprécié, puis c'est vraiment comment je pourrais dire ça? Non, c'est la présentation, là, ça vient me chercher vraiment là, de plus profond. Là. Oh, merci. Puis vraiment, moi, j'habite à Québec. Ouais. Puis c'est ça, je fais partie du mouvement Personne d'abord. Puis Ouais. moi, j'ai une déficience intellectuelle légère. Mais vraiment, là, du début à la fin, là, ça a venu me chercher. Là, puis merci d'avoir pensé à nous autres. Puis c'est ça. Mais j'aimerais ça aussi d'avoir votre adresse. Ben, l'adresse, justement, que la personne elle a parlé, là, ça serait vraiment intéressant. Puis, Alphanumérique pour avoir les formations? ouais, ben, ou sur Facebook, parce que tantôt, ça a été tellement vite que j'ai pas eu le temps de prendre des notes. OK. Hey, mais attends, mais là, je vais la réécrire justement. Puis je vais vous donner le site web alphanumérique.ca. Puis si justement, là, pour le regroupement Personnes d'abord, vous voulez des formations, vous pouvez nous contacter, c'est gratuit. Puis on offre des formations sur plein de sujets, là, que ce soit la sécurité en ligne, le cyberharcèlement. Il y a plein de sujets qu'on aborde. Je l'écris. Je sais pas si est-ce que tu le vois dans le clavardage? Oui. Parfait. Ouais. Sur le site alphanumérique.ca. Puis si jamais tu veux partager avec justement le regroupement Personnes d'abord, puis vous aimeriez avoir des formations, avec le site web, là, tu vas trouver pour nous contacter. Tu vas écrire info. Je te donne l'adresse aussi pour nous rejoindre, mais avec le site web, tu as accès à plein de formations aussi. Mais c'est vraiment apprécié à vous deux. Là. Je sais qu'en bas, c'est Nathalie, je pense, son nom. Nathalie? Pas Nathalie, mais
Voyons, ouais, Nathalie en bas. OK, je sais pas, je sais pas c'est qui Nathalie en bas, mais Nathalie Simoneau, non? Ah, Isabelle Simoneau. Non, Isabelle Isabelle Simoneau. Simonato. Ah, OK. Oui, ça, c'est moi. OK, excusez-moi, Isabelle. Ben non, c'est correct. C'est C'est correct, il y a vraiment bien des infos. apprécié à vous deux. Là, c'est pour la première. Ben moi, c'est la première fois que je fais partie de vous autres, là, mais ça ne sera pas la dernière fois non plus. Fait Ah, que, ben, c'est vraiment Si apprécié vous de vous voulez, entendre. Puis, oui, puis on le va site se d'Alpha revoir dans les Numérique, prochaines vidéos. oui, super. j'espère. Puis le site d'Alpha Numérique, sincèrement, je vous recommande vraiment d'y aller. Il est complet, comme c'est une très belle base, très Puis belle ressource, le sincèrement. livre que vous avez montré tantôt, c'était quoi? C'était. Ça, c'est le programme d'activité, mais on va l'envoyer dans le fond. Moi, je l'ai en format livre, là, sauf OK. qu'il l'a il l'a en format PDF. Dans le fond, ça, c'est les activités que j'ai parlé tout à l'heure pour apprendre à utiliser les technos. OK. Puis vous étudiez à Québec ou? Moi, non, je suis à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Fait que je suis Ah, à à Trois-Rivières. l'UQTR. Fait que je suis à Trois-Rivières, oui. Je ne sais pas si vous en souvenez, la charte qu'on avait lancée avec le mouvement puis d'autres personnes, on avait lancé Oui, vous étiez là-haut. là? Oh oui, c'était vraiment cool. Oui, vous étiez là à la charte, c'est ça. Moi, j'étais pas là à la journée de la charte, je n'étais pas encore dans l'équipe de recherche. Mais oui, c'est ça. Bon, voilà. Quand je disais qu'il y avait des gens aussi directement impliqués, ben, vous en étiez un qui était Mais directement impliqué, c'est tant mieux. ça va faire vraiment plaisir de vous le montrer là, à un moment donné. Puis chapeau, puis continuez comme ça. Ben, merci à toi. Puis je te Merci. Merci. souhaite une bonne fin de journée. Puis justement, on espère te recroiser dans d'autres ateliers alphanumériques. Ça, c'est sûr et certain. Génial. Merci. Merci à toi. OK, là, je vois une autre question. Je pense que ça va peut-être être la dernière. J'aimerais savoir quelle place occupent les droits des personnes handicapées, donc convention relative aux droits des personnes handicapées dans la réflexion de vos projets, programmes. C'est Je une sais autre pas très si... bonne question. Je ne connais pas la convention relative aux droits des personnes handicapées directement. Moi, je connaissais la politique à part entière de l'OPHQ, de l'Office des personnes handicapées du Québec, mais on m'a nommé dernièrement que ça avait été terminé en 2019. Donc, est-ce la nouvelle politique en cours? C'est sûr que le droit, le droit des personnes est intrinsèque. Là, c'est dans nos projets de recherche, en tout cas, on regarde beaucoup les droits des personnes au niveau, que ce soit, comme je disais tantôt, au niveau éthique, au niveau accessibilité. Donc, on y va de façon plus, je dirais, clinique. Tu sais, si on veut, là, vu que je connais pas Attends, je crois la convention. qu'elle a ajouté une petite spécificité. Elle dit que c'est les Nations Unies, convention ratifiée par le Canada en 2010. Je ne sais pas si ça t'éclaire un peu plus. Je ne la connais pas. Sincèrement, je ne pourrais pas dire. Je ne la connais pas, malheureusement. Nous autres, on a fait affaire avec la politique à part entière de l'OPHQ, vu que c'est pour l'Office des personnes handicapées du Québec. J'ose espérer que cette politique répond à la Convention des Nations Unies. J'ose espérer que ça se fie à ça, mais je ne pourrais pas. Malheureusement, ça, je ne la connais pas, mais je vais m'informer par contre. Ça c'est sûr que je vais m'informer. Ben, encore un gros merci à toi, Isabelle. Vraiment, là, c'était une super rencontre. Merci à tout le monde qui est venu assister. Puis, c'est ça, sûrement que cette vidéo-là va être rediffusée. Elle reste en diffusion sur Facebook. Donc, si jamais vous la voyez et qu'il est pas le 9 février, on n'est plus le 9 février et il est passé 1h30, ben surprenez-vous pas si on ne répond pas. C'est parce que ce n'est plus en direct que c'est la rediffusion. Donc, sur ce, ben, on va pouvoir fermer nos caméras, nos micros, puis on va laisser les gens se déconnecter tranquillement. Puis encore merci, une bonne fin de journée, puis on espère vous revoir bientôt parmi nous.